En 1982, toute la population du foyer pour enfants Sainte-Catherine a disparu du jour au lendemain, 127 enfants et 18 membres du personnel, disparus sans explication. Aucun corps n'a été retrouvé, aucune demande de rançon n'a été formulée et aucune trace de lutte n'a été constatée. Le rapport officiel affirmait qu'ils avaient été relogés pour des raisons de sécurité suite à une fuite de gaz. Mais aucune trace de leur disparition n'existait. Pendant 30 ans, le bâtiment abandonné est resté vide, fenêtres condamnées, secrets enfouis derrière des briques délabrées et le silence. Puis, en 2012, un explorateur urbain a percé un faux mur au sous-sol et découvert quelque chose qui l'a immédiatement poussé à appeler la police, une pièce secrète remplie de dispositifs de contention médicale, de dossiers psychiatriques falsifiés et de documents si troublants qu'ils ont choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Ce qu'ils ont découvert a forcé les autorités à rouvrir une affaire qui avait été enterrée pendant des décennies et à découvrir une conspiration qui a transformé des enfants innocents en fantômes. Le shérif adjoint Sarah Manning avait déjà bu 3 tasses de café mardi matin lorsque le jeune homme a franchi les portes du poste, un sac à dos en bandoulière, de la terre sous les ongles et le genre d'énergie nerveuse qui hurlait inquiété. Elle leva les yeux des rapports d'incidents éparpillés sur son bureau, 2 troubles domestiques, l'un chez un ivrogne et l'autre chez un homme désordonné ou le chaos habituel des petites villes. Le gamin ne devait pas avoir plus de 22 ans. Chemise en flanelle, chaussures de randonnée, pâle comme quelqu'un qui a passé trop de temps à l'intérieur. Il se balançait d'un pied sur l'autre pendant que le sergent Miller terminait un appel téléphonique concernant un panneau stop manquant. « Je peux t'aider » demanda Miller en raccrochant le téléphone avec plus de force que nécessaire. Le gamin s'éclaircit la gorge. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, mais j'explorais cet endroit abandonné hier soir et j'ai trouvé quelque chose que vous devriez savoir, je pense. » La plume de Sarah s'arrêta au milieu d'une phrase. Les explorateurs urbains n'étaient pas rares par ici. Le comté regorgeait de vieilles usines, d'écoles fermées et de maisons oubliées qui attiraient des enfants trop occupés, munis d'appareils photo. La plupart du temps, ils étaient inoffensifs. Le plus souvent. « Quel genre de choses » demanda Miller, sa voix prenant ce mélange de scepticisme et d'irritation qu'il réservait aux perdants de temps. Le gamin fouilla dans son sac à dos et en sortit une épaisse chemise en papier craft. « J'étais à l'ancienne Sainte-Catherine. Vous savez, l'orphelinat vide depuis toujours. » Sarah sentit un frisson lui monter à l'estomac. Sainte-Catherine. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Cet endroit est interdit, a déclaré Miller. Il y a des panneaux partout. Vous pourriez être accusé d'intrusion. Je sais. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas d'ennui. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le dossier. Mais il y a une pièce cachée au sous-sol, derrière un faux mur. Et il y a des trucs là-dedans qui, enfin, je crois qu'il s'est passé quelque chose de vraiment grave. Il étala des photos Polaroid sur le comptoir. Des images éclairées au flash d'une pièce en béton. Des cadres de lit en métal avec des sangles en cuir. Des classeurs. Des piles de documents jaunis. Sarah se leva si brusquement que sa chaise roula contre le mur. Elle s'approcha du comptoir, ses bottes claquant sur le linoléum. Elle contempla les photos. La pièce ressemblait à un cauchemar. Ou à un hôpital psychiatrique d'il y a 50 ans. « Où as-tu trouvé ça exactement » demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. « Sous-sol, elle est, » dit le gamin en Tyler en désignant une photo. Le mur avait l'air normal, mais le mortier était plus récent. J'ai donc fait levier avec un pied de biche et j'ai trouvé cet espace derrière. Il sortit une autre photo. Le mur, désormais détruit, était jonché de morceaux de briques et de béton, révélant une ouverture sombre au-delà. Quelle est la taille de la pièce? Peut-être 3 mètres sur 4. Pas immense, mais il y a plein de choses à faire. Il a feuilleté d'autres photos, des dossiers médicaux, des journaux de traitement. Et certains des noms sur ces documents. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Miller se pencha par-dessus l'épaule de Sarah. Des noms de quoi? Des enfants. De très jeunes enfants. Et les choses pour lesquelles ils étaient censés être soignés. Le visage de Tyler était devenu pâle. Les enfants normaux ne reçoivent pas ce genre de traitement. Sauf si quelque chose ne va pas vraiment, ce qui ne va pas avec le système. Sarah se pencha. Une photo montrait l'entête d'un document. Autorisation de transfert de patient unité d'évaluation psychiatrique de Sainte-Catherine. Son sang s'est transformé en glace. Unité d'évaluation psychiatrique? Sainte-Catherine était un orphelinat. Un foyer pour enfants ordinaires.
Elle a grandi en écoutant les histoires des habitants qui se souvenaient de l'époque où il était encore en activité. Vous prenez des documents réels, a-t-elle demandé. Tyler hocha la tête et sortit 3 pages du dossier. Le papier était cassant, décoloré, mais lisible, photocopié depuis une vieille machine. Le premier était un formulaire d'évaluation médicale daté du 15 mars 1981. Nom du patient, Sarah Michelle Garrett, 7 ans. Diagnostic, retard de développement grave, comportements agressifs. Recommandation, intervention psychiatrique immédiate. Mais griffonné dans la marge avec une encre différente. Développement normal. Enfant en bonne santé. Transfert pour le lit. Sarah l'a lu 2 fois, la bouche sèche. Le deuxième était un ordre de transfert, 23 enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont été transférés de la population générale vers un établissement de soins spécialisé, en février 1982, quelques mois seulement avant l'évacuation supposée suite à une fuite de gaz. Le troisième document lui fit trembler les mains. Une liste. Nom, âge, annotation. 47 enfants au total. Chaque dossier est marqué, transféré, ou, traité. À côté des entrées, traitées, se trouvaient des dates et ce qui ressemblait à des codes d'élimination. En bas, la même écriture qui avait corrigé son diagnostic disait. Que Dieu nous pardonne. Ces bébés n'ont jamais mérité ça. Miller lisait par-dessus son épaule, le souffle court. Mon Dieu, murmura-t-il. Sarah leva les yeux vers Tyler, qui regardait avec l'expression de quelqu'un qui serait tombé sur un film d'horreur et n'aurait pas trouvé la sortie. Vous avez dit qu'il y avait d'autres documents, a-t-elle demandé. Tyler hocha la tête. Des cartons entiers. Des classeurs pleins. Il hésita, puis sortit une dernière photo. On apercevait un mur à l'intérieur de la pièce. Des mots avaient été gravés dans le béton. Le flash les avait clairement saisis. Ils nous ont dit qu'on était malade. On n'était pas malade. Aidez-nous. En dessous, en lettres plus petites, des dizaines de noms étaient gravés dans la pierre. Des noms d'enfants. Des prénoms seulement, mais profonds, comme si celui qui avait fait ça avait tout son temps, et rien à perdre. Sarah fixa la photo. Les noms étaient flous. Sa poitrine se serra comme si quelque chose d'invisible s'enroulait autour de ses côtes et commençait à la serrer. Je sors, dit-elle soudainement, avant de s'en rendre pleinement compte. Miller fronça les sourcils. Sarah, on devrait prévenir la police d'État. C'est bien au-dessus. Non. Sa voix était plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. C'est arrivé en notre comté. Ceci était en notre enfant. Elle se tourna vers Tyler. Tu vas me montrer exactement où tu as trouvé cette pièce. Tout de suite. Tyler hocha vivement la tête. Ouais. D'accord. Je peux faire ça. Miller s'approcha. Manning, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu réagir comme ça. Sarah prit sa veste, son arme, ses clés. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était ce mur les noms. Le message désespéré gravé dans le béton. Il y a quelque chose là-dedans, dit-elle doucement. C'est quelque chose de personnel. Allons-y, dit-elle à Tyler en se dirigeant vers la porte. Derrière elle, Miller lança un appel au protocole, à la juridiction. Mais Sarah avait déjà franchi les portes de la gare dans la matinée grise d'octobre. Une pièce pleine de secrets l'attendait. Et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, cette fois, on aurait dit, son histoire aussi. Le lierre grimpait sur les murs comme des doigts désespérés essayant de ramener le bâtiment sous terre. Une clôture grillagée affaissée entourait la propriété, déchirée par endroits par les passages des enfants au fil des ans. Sarah se gara devant le portail et sortit, son souffle visible dans l'air vif d'octobre. Quelque chose clochait. Non seulement parce que le lieu était abandonné, mais aussi à cause de ce qu'il contenait, quelque chose de lourd, quelque chose qui murmurait sous le silence. La porte a été coupée, dit Tyler en désignant une section où le grillage s'était détaché. C'est comme ça que je suis entré hier soir. Ils se faufilèrent à travers l'espace et remontèrent l'allée fissurée, les feuilles mortes craquant sous leurs pieds, le seul bruit à part le bourdonnement lointain de la circulation sur la route de comté. De près, le bâtiment paraissait plus imposant, plus menaçant. L'entrée principale était scellée avec du contreplaqué usé par les intempéries, d'un gris terne et éclaté. Mais Tyler la conduisit jusqu'à une porte latérale, dont les planches avaient déjà été arrachées. « C'est comme ça que tu es entré ?» demanda Sarah. « Ouais. »
La porte était déjà déverrouillée. Je crois que d'autres personnes sont déjà venues avant moi. L'intérieur frappa Sarah comme un coup de poing. L'odeur de moisissure et de pourriture était accablante, mais en dessous, il y avait quelque chose de pire, la puanteur persistante du désinfectant, des légumes bouillis et une tristesse si épaisse qu'elle lui collait à la peau. Tyler alluma une puissante lampe torche LED, projetant une lumière crue dans un couloir bordé de peintures écaillées et de murs tachés d'eau. Des dessins d'enfants étaient encore accrochés à un tableau d'affichage délavé près de ce qui avait autrefois été le bureau principal, d'innocents dessins au crayon, devenus fantomatiques et déchirants. Les cuisines sont par là, dit Tyler en désignant un couloir latéral. La salle à manger est par là. Mais l'entrée du sous-sol est par là. Ils s'enfoncèrent dans le bâtiment, leurs pas résonnant dans les couloirs vides. La lampe torche de Sarah capta des fragments d'une vie passée, un fauteuil roulant abandonné dans un coin, une pile de livres pourris, une basket d'enfant sans sa paire. La porte du sous-sol était entr'ouverte, révélant un escalier en bois descendant dans l'obscurité totale. Ce n'est pas si mal, dit Tyler, sentant son hésitation. L'escalier est solide. C'est juste l'odeur qui vous irrite. Il avait raison. L'odeur s'intensifiait à mesure qu'il descendait, un air moisi mêlé de rouille, de décomposition et d'une substance organique que Sarah ne parvenait pas à identifier. Le sous-sol était un labyrinthe de couloirs étroits et de buanderies, avec des tuyaux apparents sous le plafond bas. Tyler avançait avec une assurance tranquille, la conduisant devant des piles de meubles cassés et des cartons effondrés. Ici, dit-il en s'arrêtant devant ce qui ressemblait à un mur de béton massif. C'est ici que je l'ai trouvé. Sarah balaya la surface avec sa lampe torche. Tyler avait raison, le mortier était plus récent, d'une couleur légèrement différente de celle du mur environnant. « Comment as-tu remarqué ça » demanda-t-elle. Je photographiais l'agencement du sous-sol et je me suis rendu compte que les dimensions des pièces ne correspondaient pas. Ce couloir aurait dû être plus long, compte tenu de l'emprise au sol du bâtiment. J'ai donc regardé de plus près et j'ai constaté la différence de mortier. Le trou qu'il avait creusé mesurait environ 1 mètre carré, juste assez grand pour y ramper. Sarah s'agenouilla et braqua sa lampe sur la pièce cachée au-delà. Ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle. La pièce était exactement comme Tyler l'avait décrite, petite, sans fenêtre, et remplie de vestiges de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans un foyer pour enfants. Des cadres de lit en métal avec des sangles en cuir, des classeurs et, le long d'un mur, des étagères garnies de bouteilles en verre et de matériel médical digne d'un laboratoire, pas d'un orphelinat. Jésus, murmura Sarah. Je sais. Et ce n'est même pas le pire. Tyler se glissa par le trou et aida Sarah à le suivre. À l'intérieur, la puanteur s'intensifia, rouille, produits chimiques, et quelque chose de plus profond, de plus sombre, qui lui retourna l'estomac. Il braqua sa lampe torche vers le coin le plus éloigné. Gravés dans le béton, ces mots. Ils nous ont dit que nous étions malades. Nous ne l'étions pas, aidez-nous. En dessous, gravés en lettres plus petites et désespérées, se trouvaient des noms. Sarah en compta au moins 30 avant de devoir détourner le regard. Les classeurs sont là, dit Tyler en la conduisant vers une rangée de tiroirs métalliques cabossés. La plupart sont verrouillés, mais celui-ci était ouvert. Il sortit un épais dossier en papier craft et le tendit à Sarah. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers médicaux, tous concernant des enfants âgés de 5 à 15 ans. Sarah les feuilleta, son horreur grandissant à chaque page. Le motif était indéniable. Les enfants admis à Sainte-Catherine en tant qu'orphelins sont ensuite systématiquement reclassés comme malades mentaux ou handicapés du développement. Des comportements normaux, pleurer au moment du coucher, demander à voir ses parents, faire des bêtises en classe ont été documentés comme des symptômes de troubles psychiatriques graves. Regardez celle-ci, dit Tyler en désignant un dossier intitulé Angela Rose Whitman, âgée de 6 ans. Le formulaire d'admission décrit Angela comme étant en bonne santé, bien adaptée et très intelligente. 3 semaines plus tard, une évaluation psychiatrique a révélé qu'elle souffrait de troubles du comportement graves, nécessitant une intervention immédiate et un isolement. Des notes manuscrites dans les marges racontent une histoire plus effrayante, l'enfant continue de réclamer sa mère. Résiste à la sédation. Envisagez un transfert en salle C. Service C, demanda Sarah. Tyler haussa les épaules. Aucune idée. Mais regarde ça. Il lui tendit un autre dossier, David Patrick Coleman, 8 ans. Même schéma. Enfant en bonne santé, reclassé. Mais le dossier de David contenait un petit plus, une photographie. Elle montrait une petite pièce sans fenêtre avec des murs en béton,
un lit d'enfant avec des attaches, et gravé sur le mur derrière le lit, dans ce qui ressemblait à des marques d'ongles, les mots « Maman, aide-moi ». Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle ferma le dossier. Combien y en a-t-il? Je ne les ai pas tous comptés, mais des dizaines. Peut-être plus. Il marqua une pause, la voix basse. Et Sarah, certains de ses enfants ont été signalés comme transférés vers d'autres établissements. Mais il n'y a aucune trace de leur transfert. Et certains. Il sortit un dossier plus épais. Certains sont marqués comme décédés, mais les certificats de décès ne correspondent pas aux dossiers médicaux. Sarah ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient 7 certificats de décès, tous signés par le même médecin, le docteur Marcus Thornfield. Les causes de décès mentionnées étaient vagues, insuffisance respiratoire, complications cardiaques, infection systémique. Mais ce qui a glacé Sarah jusqu'aux os, ce sont les notes manuscrites sur chaque certificat. Élimination terminée. Aucune notification à la famille n'est requise. Ces enfants, murmura-t-elle, ils n'étaient pas malades, ils ont été assassinés. Tyler hocha la tête d'un air sombre. Et puis ils ont étouffé l'affaire. Ils ont fait passer ça pour des causes naturelles ou de faux transferts. La radio de Sarah crépita, les secouant tous les deux. La voix de Miller résonna, « Manning, vous recevez? Les superviseurs du comté demandent où vous êtes. » Sarah appuya sur le micro. « Je fais suite au rapport de ce matin. Je reviens dans l'heure. » Bien reçu. Tout va bien dehors? Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, les liens, les dossiers, la supplique gravée sur le mur et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tout va bien, mentit-elle. Je cherche juste des preuves. Elle se tourna vers Tyler. J'ai besoin que tu me montres tout. Chaque dossier. Chaque document. Chaque preuve dans cette pièce. Ensuite, nous découvrirons qui est responsable. Tyler hocha la tête. Il y a plus. Beaucoup plus. Mais Sarah. Il la regarda, les yeux obscurcis par la peur et la détermination. Certains de ces dossiers mentionnent une maternité. Des bébés y naissent, puis y sont transférés. Ou traités. La poitrine de Sarah se serra. Une maternité. Dans un orphelinat. Des bébés, traités. Montre-moi tout, dit-elle. Parce que quelque part dans cette pièce, au milieu des horreurs, elle savait qu'elle trouverait des réponses à des questions qu'elle ignorait devoir se poser. Et peut-être la vérité sur ce qui s'était réellement passé à Sainte-Catherine avant que tout le monde ne disparaisse. Les dossiers de maternité étaient conservés dans une section séparée des armoires, des tiroirs marqués d'une bande rouge et sécurisés par une serrure. Tyler l'a forcé à s'ouvrir avec un tournevis, le métal grinçant lorsqu'il a cédé. Ces objets étaient enfermés séparément, dit-il. Comme si on ne voulait vraiment pas qu'ils soient découverts. La lampe de poche de Sarah éclairait le contenu tandis que Tyler disposait les dossiers sur un cadre de lit en métal froid. Contrairement aux autres, ces dossiers étaient méticuleusement organisés, chacun avec une photographie et des notes détaillées dans la même écriture précise. Le premier dossier a fait tourner l'estomac de Sarah. Acte de naissance vivante, 15 février 1982, patient M47. La photo montrait une femme d'une vingtaine d'années allongée sur un lit d'hôpital, épuisée mais souriante, tenant un nouveau-né dans ses bras. Dans un coin de la photo, quelqu'un avait écrit « Homme en bonne santé, 2,9 kg, développement normal ». Mais les notes médicales racontaient une histoire plus sombre. Le nourrisson présente des signes de retard de développement grave, il est recommandé de procéder à une évaluation psychiatrique immédiate et de le transférer dans un établissement de soins spécialisé. Un certificat de décès daté du 18 février 1982, soit 3 jours après la naissance, était joint au dossier. Cause du décès, malformation cardiaque congénitale, insuffisance respiratoire. Ils disent que le bébé est mort, dit doucement Sarah en passant son doigt sur le texte tapé, mais regardez ça. Elle a pointé du doigt une note manuscrite agrafée au dos du certificat de décès. L'intervention a été terminée. Le sujet a été transféré à l'établissement 7. La mère a été informée du décès comme prévu. Tyler se pencha plus près, sa voix basse. Installation 7. Mais qu'est-ce que c'est que l'installation 7? Sarah feuilleta d'autres dossiers, les mains légèrement tremblantes, découvrant sans cesse le même schéma. Des femmes accouchant à Sainte-Catherine. Des bébés en bonne santé déclarés malades ou morts, puis secrètement transférés vers des lieux inconnus.
Dans chaque cas, on a dit aux mères que leur bébé était mort. Jésus-Christ, murmura-t-elle en ouvrant un autre dossier. Il ne prenait pas seulement des orphelins. Il volait des nouveau-nés. Les photos étaient le pire. Page après page, des femmes tenant des bébés qu'elles ne reverraient jamais, le visage empli d'amour et d'espoir, ignorant totalement que leurs enfants étaient déjà destinés à être traités. Tiens, dit soudainement Tyler en sortant un dossier plus grand marqué résumé des opérations de maternité et 1981 à 1982. Celui-ci est différent. À l'intérieur se trouvait un rapport dactylographié, clinique et froid, qui décrivait ce qui ne pouvait être décrit que comme une opération systématique visant à prélever des nourrissons sur des mères célibataires. Sarah lisait à haute voix, la voix tendue. Le groupe de sujets est principalement composé de femmes célibataires âgées de 16 à 25 ans, sans soutien familial. Elles sont hébergées à la maternité pendant leur grossesse et bénéficient de soins médicaux de base. À l'accouchement, les nourrissons en bonne santé sont évalués en vue d'un placement dans des établissements agréés tandis que les mères sont informées des complications entraînant une mortalité infantile. Des établissements agréés, répéta Tyler, incrédule. Il disposait de tout un réseau d'établissements où placer ses enfants. Sarah a continué à lire. La coopération du personnel médical a été exemplaire. Le docteur Thornfield continue de fournir la documentation nécessaire, tandis que l'infirmière Morrison assure le suivi maternel et l'accompagnement du deuil. La supervision administrative assurée par le directeur Walsh garantit une sécurité opérationnelle totale. Walsh, dit Sarah en fronçant les sourcils. Ce nom réveilla quelque chose en elle. Pourquoi cela vous semble-t-il familier? Elle a tourné la page suivante et a trouvé sa réponse. En bas il y avait une signature. Margaret Walsh, directrice des opérations, Saint-Catherine et Home for Children. Margaret Walsh, répéta Sarah d'une voix à peine audible. Je connais ce nom. Elle vit toujours ici, en ville. Elle dirige la banque alimentaire de l'église méthodiste. Tyler la regarda, stupéfait. La femme qui volait des bébés est toujours en vie et dirige une banque alimentaire? L'esprit de Sarah s'emballait, son pouls s'emballait. Margaret Walsh, la septuagénaire au visage bienveillant, organisatrice de collecte de fonds et bénévole lors d'événements communautaires. Sarah lui avait probablement parlé une douzaine de fois, sans jamais savoir qu'elle s'adressait à quelqu'un qui avait orchestré le vol de nourrissons. Il faut continuer à chercher, dit-elle fermement, se forçant à se concentrer sur les dossiers. Si Walsh est toujours en vie, il y en a peut-être d'autres, des gens qui savent ce qui est arrivé à ses enfants. Ils ont travaillé méthodiquement, documentant chaque cas et photographiant les preuves les plus accablantes. À chaque dossier, l'ampleur de l'opération se précisait. En 15 mois, 43 bébés étaient nés à la maternité Sainte-Catherine. Selon les registres officiels, 37 étaient décédés de complications. Mais les notes manuscrites disaient la vérité. 37 nourrissons en bonne santé ont été déclarés morts et transférés secrètement dans des établissements répartis dans toute la région. Regardez ça, dit Tyler en brandissant un épais dossier. Celui-ci a de la correspondance. Le dossier contenait des lettres échangées entre Sainte-Catherine et diverses institutions, hôpitaux psychiatriques, laboratoires de recherche, et même des agences d'adoption privées spécialisées dans les placements difficiles. Une lettre datée de janvier 1982 était particulièrement effrayante. Nous pouvons accueillir jusqu'à 15 sujets supplémentaires ce trimestre. Un paiement de $5 000 par nourrisson en bonne santé reste acceptable, avec une prime pour les sujets de moins de 6 mois. Comme toujours, la suppression complète des documents est garantie. Il les vendait, dit Sarah, la voix creuse. Il vendait des bébés à des institutions psychiatriques pour des expériences. Le visage de Tyler est devenu pâle. Et les mères ne le savaient jamais. Elles pensaient que leur bébé était mort. Sarah sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une fureur froide et vive comme elle n'en avait jamais connue. Ce n'était pas que des dossiers. C'étaient des vies. De vrais enfants. De vraies mères. De vraies familles, détruites par la cupidité et le pouvoir institutionnel. Sa radio crépitait. Cette fois, c'était une voix différente. Envoyez les secours à n'importe quelle unité du secteur de Sainte-Catherine, nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte à l'ancien orphelinat. L'appelant signale avoir vu des lampes de poche dans le bâtiment. Sarah et Tyler se regardèrent. Quelqu'un nous observe, murmura Tyler. Sarah a appuyé sur la radio. Ici Manning. Je suis à Sainte-Catherine pour une enquête. Aucune aide requise.
Bien reçu, Manning. L'appelant a mentionné 2 individus avec des lampes de poche au sous-sol. Vous voulez qu'on envoie des renforts? Négatif, répondit Sarah. Je m'en occupe. Mais alors qu'elle éteignait la radio, les cheveux sur sa nuque se dressèrent. Quelqu'un savait exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Nous devons sortir d'ici, dit Tyler, rassemblant déjà des dossiers. Non, répondit Sarah sèchement. Il faut finir de documenter tout ça, mais avec précaution. Elle s'est dirigée vers le mur où étaient gravés les noms des enfants, prenant des photos de chacun d'eux. Puis sa lampe de poche a capté quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Rayure plus récente. Plus petite. Plus volontaire. Numéro gravé sous les noms. F747. F748. F749. Tyler, regarde ça, cria-t-elle. Il s'approcha d'elle, examinant les sculptures. On dirait des codes de fichiers, dit-il. F7 installation 7, peut-être. Mais regardez le style de gravure. Ceux-ci sont différents. Plus récents. Comme si quelqu'un les avait ajoutés plus tard. Sarah passa son doigt le long des chiffres, sentant les rainures rugueuses, chacune sculptée patiemment, délibérément. Au bas de la liste, à peine visible, se trouvaient 2 mots. Trouvez-nous. Quelqu'un a survécu, murmura-t-elle. Quelqu'un qui avait été enlevé est revenu et a laissé ce message. Tyler photographiait les marquages lorsqu'ils l'ont entendu. Le bruit lointain d'une porte qui se ferme, quelque part au-dessus d'eux dans le bâtiment. Ils ont gelé. Sarah sortit son arme de service et fit signe à Tyler de rester derrière elle. Ils restèrent dans l'obscurité, à l'écoute. Des pas, lents et délibérés, se déplaçant à l'étage principal, juste au-dessus. Ici le shérif adjoint Manning, cria Sarah d'une voix résonnante. Identifiez-vous. Les pas se sont arrêtés. Puis vint un bruit qui lui glaça le sang, la porte du sous-sol claquant, suivi du clic d'une serrure tournée. Merde, souffla Tyler. On est coincé. Sarah essaya la radio, mais le signal était faible. Des parasites emplissaient l'air, mêlés à des bribes de conversation lointaines qui ne les concernaient pas. Il doit y avoir une autre issue, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour convaincre Tyler. Mais alors qu'il fouillait le sous-sol avec une urgence renouvelée, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser que celui qui les avait enfermés savait exactement ce qu'ils avaient trouvé dans la pièce cachée et, plus important encore, savait en pourquoi il fallait qu'ils restent enterrés. Au-dessus d'eux, les pas reprirent. Ils avançaient désormais avec détermination, chacun avec discernement, quelqu'un fouillait méthodiquement le bâtiment. Sarah et Tyler étaient accroupis dans la pièce secrète, figés, écoutant l'intrus se déplacer de pièce en pièce à l'étage. Ils savent que nous sommes ici, murmura Tyler, à peine audible. Sarah hocha la tête, resserrant sa prise sur son arme de service. Celui qui était là-haut ne se cachait plus. Son message était clair. Tu es piégé. Et je veux que tu le saches. Elle essaya à nouveau sa radio, changeant de fréquence. Cette fois, elle réussit. Centrale, ici Manning de Sainte-Catherine. J'ai besoin de renforts immédiats. Nous avons un intrus dans les locaux et la sortie du sous-sol a été compromise. Bien reçu, Manning, répondit-il, saturé de parasites. Les unités sont en route. Arrivée prévue dans 8 minutes. 8 minutes. Sarah scruta l'espace exigu autour d'eux, évaluant les options possibles. Le trou dans le mur était leur seule issue pour sortir de la pièce cachée. Si quelqu'un descendait, il serait acculé, des cibles faciles. Les pas s'arrêtèrent, juste au-dessus d'eux. Puis un nouveau bruit retentit, du métal frottant contre le béton. On traînait quelque chose de lourd sur le sol. Que font-ils? Demanda Tyler. L'estomac de Sarah se serra. Elle savait. Ils barricadent la porte du sous-sol, dit-elle à voix basse. Ils empilent des meubles contre elle. Le raclement continua pendant des minutes, accompagné de bruits sourds. Des bureaux. Des classeurs. Des objets lourds empilés pour les empêcher de s'échapper. Celui qui était là-haut était méthodique, lent et minutieux. Il voulait que Sarah et Tyler restent ici. Il voulait qu'ils soient réduits au silence. Lorsque le bruit s'est finalement arrêté, le silence qui a suivi était pire que le son. La radio de Sarah crépitait. Manning, ici le sergent Miller. Nous sommes sur place, mais le bâtiment semble vide.
Aucun véhicule sur le parking. Vous me recevez. Elle a appuyé sur le micro. Miller, nous sommes coincés au sous-sol. Quelqu'un a barricadé la porte, dû à l'intérieur. Ils sont peut-être encore dans le bâtiment. Bien reçu. On arrive. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, le doute s'installait. Le sous-sol était un labyrinthe de pièces et de couloirs. Même si des renforts parvenaient à franchir la barricade, trouver la pièce cachée sans l'aide de Tyler serait quasiment impossible. Nous devons partir du principe que nous sommes seuls, a déclaré Sarah. Y a-t-il un autre moyen de sortir de ce sous-sol? Tyler secoua la tête. Je n'en ai exploré qu'une partie hier soir, mais le bâtiment est vieux. Il pourrait y avoir des tunnels, des entrées de service que je n'ai pas vues. Ils se faufilèrent par le trou dans le mur et commencèrent une fouille systématique. La lampe de poche de Sarah balaya les débarras remplis de meubles cassés, de livres pourris et de cartons de documents trop délabrés pour être lus. Dans une ancienne buanderie, Tyler a repéré quelque chose de prometteur, une lourde grille métallique encastrée dans le sol. Un égout pluvial, peut-être, dit-il en tirant sur les barreaux rouillés. Sarah le rejoignit. Ensemble, ils le dégagèrent, révélant un étroit tunnel de béton juste assez large pour ramper. Un courant d'air nauséabond montait d'en bas de l'eau stagnante et de la pourriture, mais c'était de l'air en mouvement, ce qui signifiait que le tunnel menait quelque part. Je vais y aller en premier, dit Sarah en rangeant son arme et en allumant sa lampe de poche. La marche fut un cauchemar, entre toiles d'araignée et eau stagnante. Le tunnel longeait à peu près les fondations du bâtiment. Sarah rampait à quatre pattes, Tyler la suivant de près, tous deux essayant de ne pas penser à ce qui vivait dans les flaques d'eau stagnante qu'ils traversaient. Après ce qui lui sembla une éternité ou probablement seulement 5 minutes, Sarah aperçut une lumière devant elle. Non pas artificielle, mais la lueur gris pâle d'un ciel couvert, filtrant à travers une autre grille. La sortie les amena derrière le bâtiment, près de ce qui avait été une aire de jeu. Sarah aida Tyler à sortir du tunnel. Ils restèrent là, silencieux, respirant l'air frais, et époussetant leurs vêtements. Manning. La voix du sergent Miller résonna dans la cour. Où diable êtes-vous? Sarah fit un signe de la main jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive, lui et deux adjoints, près de l'entrée. Ils s'approchèrent en courant. Elle expliqua rapidement ce qu'ils avaient trouvé dans la pièce cachée. À chaque mot, l'expression de Miller s'assombrissait. Vous me dites qu'il existe des preuves de maltraitance systématique des enfants là-bas, et quelqu'un a essayé de te piéger? Plus que des abus, dit Sarah d'un ton sombre. Des meurtres. Et des vols de nouveau-nés. Cela remonte à 30 ans, poursuivit-elle. Une véritable conspiration. L'orphelinat. Le personnel médical. Peut-être plus. La personne qui nous a piégés, ajouta Tyler, savait ce que nous cherchions. Ce n'était pas un hasard. Miller hocha la tête d'un air sombre. On a trouvé la barricade. Il a fallu 20 minutes pour la dégager. Ceux qui l'ont fait ont utilisé des bureaux, des armoires, des meubles assez lourds pour supporter, plusieurs personnes pour bouger. La poitrine de Sarah se serra. Nous n'avons donc pas affaire à une seule personne. Il existe toujours un réseau. Voilà à quoi ça ressemble. Le visage de Miller était troublé. Il faut parler de juridiction. Avec des crimes aussi anciens et aussi importants, la police d'État va vouloir contrôler les choses. Pas encore, répondit Sarah rapidement. Donnez-moi 24 heures. Une fois que l'affaire sera connue au niveau de l'État, ce sera un véritable cirque médiatique. Si des personnes impliquées sont encore en vie, elles disparaîtront à la seconde où l'affaire sera diffusée. Miller plissa les yeux. À quoi penses-tu? Je pense qu'on va aller voir Margaret Walsh. C'est elle qui a approuvé ces opérations de maternité. Si quelqu'un sait où les bébés ont été envoyés, c'est bien elle. Vous voulez interroger une femme d'une 60aine d'années sur la base de documents trouvés dans un sous-sol? Sans soutien? Sans l'intervention de l'État? Je veux lui parler avant qu'elle ait le temps de prendre un avocat ou de fuir, dit Sarah. Walsh est le fil conducteur de tout ça. Mais seulement si nous bougeons point maintenant avant qu'elle ne sache ce que nous avons trouvé. Tyler prit la parole. Et les dossiers? Toutes ces preuves. Nous sécurisons les lieux et documentons tout, répondit Miller. Discrètement. Pas de presse. Pas de déclaration. Pas avant de comprendre à quoi nous avons affaire. Sarah hocha la tête. Et on découvre qui était dans ce bâtiment.
Quelqu'un qui avait accès. Quelqu'un qui savait qu'on s'approchait trop. Alors qu'il marchait vers les voitures de patrouille, Sarah n'arrêtait pas de penser au numéro gravé sur le mur. Trouvez-nous. L'établissement s'était toujours là, quelque part. Et si la personne qui a gravé ces chiffres avait raison, certains des enfants étaient peut-être encore en vie. Mais d'abord, il devait parler à Margaret Walsh. Sarah avait le sentiment que la conversation allait tout changer. Tandis que Walsh s'activait dans la cuisine, Sarah étudiait les photos accrochées sur la cheminée. La plupart le montraient lors de diverses cérémonies religieuses et événements communautaires, mais l'une d'elles retint son attention, un portrait officiel datant, semble-t-il, des années 1980, montrant Walsh en robe blanche, debout à côté d'un homme en costume sombre. « C'est mon défunt mari, Robert », dit Walsh en revenant avec un plateau de thé. « Il est décédé il y a 5 ans. Nous avons été mariés pendant 43 ans. Je suis désolé pour votre perte, dit Sarah automatiquement, en acceptant une délicate tasse en porcelaine. Madame Walsh, je voulais vous interroger sur votre séjour au foyer pour enfants Sainte-Catherine. La main de Walsh s'arrêta un instant tandis qu'elle versait son propre thé, bien que son expression restât agréable. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. J'y ai travaillé près de 15 ans. Aider ces enfants pauvres, c'était une expérience tellement enrichissante. Vous étiez le directeur des opérations, c'est bien ça? Coordonnateur administratif, corrigea doucement Walsh. Je m'occupais de la gestion quotidienne, de la planification, des fournitures, ce genre de choses. Le docteur Thornfield était le directeur médical, et le père Mackenzie supervisait l'ensemble des opérations. Sarah a sorti un petit carnet, essayant de paraître décontractée. Vous souvenez-vous des derniers mois avant la fermeture du bâtiment? Il y a eu une sorte d'évacuation d'urgence, n'est-ce pas? Le sourire de Walsh faiblit légèrement. Oui, une fuite de gaz. Situation terrible. Nous avons dû reloger tout le monde très rapidement. Où sont passés les enfants? Divers établissements à travers l'État, foyers d'accueil, orphelinats. C'était assez chaotique, comme vous pouvez l'imaginer. Sarah hocha la tête avec sympathie. Je suis sûr que c'était difficile, surtout pour les plus jeunes. Les nourrissons devaient être particulièrement vulnérables. Des nourrissons? La voix de Walsh était soigneusement neutre. La maternité. Il devait y avoir des nouveau-nés au moment de l'évacuation. Walsh posa sa tasse de thé avec un léger tintement. Oh, en 1982, nous n'avions plus de maternité depuis plusieurs années. Vous comprenez, à cause des contraintes budgétaires. Les femmes enceintes étaient orientées vers l'hôpital du comté. Sarah sentit son pouce accélérer. Walsh mentait, et ils le savaient tous les deux, mais son expression resta bienveillante, celle d'une grand-mère. C'est intéressant, a déclaré Sarah. J'ai consulté de vieux dossiers médicaux, et ils semblent indiquer qu'il y avait un programme de maternité actif jusqu'à la fermeture. Des dossiers médicaux? Le regard de Walsh s'éclaircit légèrement. Où as-tu trouvé de vieux dossiers médicaux, ma chère? Le bâtiment n'est pas aussi vide que tout le monde le pensait, dit Sarah prudemment. Nous avons découvert des dossiers qui avaient été oubliés. Walsh resta silencieuse un long moment, les doigts enroulés autour de sa tasse de thé. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix avait perdu de sa chaleur. Ces dossiers auraient dû être détruits il y a des années. Confidentialité des patients, vous comprenez? Oui, la confidentialité est importante, a convenu Sarah, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les personnes vulnérables, comme les mères à qui l'on a annoncé que leur bébé était mort alors que ce n'était pas le cas. Le changement dans l'attitude de Walsh était subtil mais indéniable. Ses épaules se redressèrent, son sourire se figea et une lueur froide vacilla derrière ses lunettes. Je ne sais pas exactement ce que vous pensez avoir trouvé, monsieur le député, mais je peux vous assurer que chaque décès survenu à Sainte-Catherine a été dûment documenté et signalé aux autorités compétentes. Je suis sûr que c'était documenté, a déclaré Sarah. Très minutieusement documenté. La question est de savoir si la documentation était exacte. Walsh se leva brusquement. Je pense que vous devriez peut-être parler à mon avocat avant de poursuivre cette conversation. Bien sûr, c'est votre droit, dit Sarah en restant assise. Mais Madame Walsh, avant que je parte, savez-vous ce qui est arrivé au centre 7? Le visage de Walsh se vida. Elle resta figée un instant, la main agrippée au dossier de sa chaise. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, mais sa voix n'était qu'un murmure. Établissement 7. Là où les bébés en bonne santé étaient envoyés.
là où ils sont probablement encore détenus 30 ans plus tard. Walsh perdit tout son sang-froid. Elle se rassit lourdement, les mains tremblantes, tandis qu'elle attrapait sa tasse de thé. « Vous ne comprenez pas, dit-elle. Vous ne comprenez pas ce que c'était à l'époque, des mères célibataires, des bébés dont personne ne voulait. Nous les aidions, nous donnions à ces enfants des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues. En les volant? En disant à leur mère qu'ils étaient morts? En les plaçant dans des foyers capables de leur prodiguer des soins adaptés, s'exclama Walsh, son masque de grand-mère tombant enfin. Avez-vous une idée de ce qui arrive aux enfants nés de mères adolescentes sans soutien? Ils finissent de toute façon par retourner en institution. Nous avons simplement simplifié le processus. Sarah se sentait malade. Simplifier le processus. C'est ce qu'on appelle voler des bébés? Nous avons sauvé ces enfants, a déclaré Walsh avec force. Chacun d'entre eux. Ils ont été confiés à des familles capables de subvenir à leurs besoins, de les éduquer et de les aimer comme il se doit. Des familles ou des centres de recherche? Car les dossiers que j'ai trouvés suggèrent que ces bébés ont été vendus à des institutions psychiatriques pour des programmes expérimentaux. Le visage de Walsh redevint blanc. Ce n'est pas. Certains enfants avaient besoin de soins spécialisés. Oui. Mais où est l'établissement 7, Madame Walsh? Je ne peux pas te le dire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Walsh se releva, les mains serrées à ses côtés. Cette conversation est terminée, adjoint Manning. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. Sarah se leva lentement et rangea son carnet. Je reviens, Madame Walsh, avec un mandat et plein d'autres questions. Et quand j'aurai trouvé le centre 7, je découvrirai ce qui est arrivé à chaque enfant que vous avez volé. Tu fais une terrible erreur, dit Walsh en suivant Sarah jusqu'à la porte. Il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Pas ces choses-là, dit Sarah. Pas quand il y a encore des gens qui ont été arrachés à leur mère alors qu'ils étaient bébés. Alors que Sarah retournait à sa voiture de patrouille, elle entendit la porte d'entrée de Walsh claquer derrière elle. Par la fenêtre du salon, elle vit Walsh au téléphone, parlant rapidement à quelqu'un. Sarah s'est assise dans sa voiture et a appelé Miller. Elle est au courant pour le centre 7, dit-elle lorsqu'il répondit. Et elle a peur. Il faut agir vite. Elle passe des appels en ce moment même. Quelle est ta prochaine étape? Sarah regarda la maison, où Walsh était toujours visible à travers la fenêtre, gesticulant en parlant. Je vais trouver le docteur Thornfield. Il a signé tous ses certificats de décès. Si Walsh refuse de parler, peut-être qu'il le fera. Sarah, sois prudente. Si Walsh passe des appels, cela signifie qu'il y a encore des gens qui sont au courant de ce complot. Des gens qui ne veulent peut-être pas qu'il soit révélé. Je sais, dit Sarah en démarrant son moteur. Mais Miller, on est proche. Je le sens. Et quelque part, des personnes enlevées alors qu'elles étaient bébés attendent toujours d'être retrouvées. Alors qu'elle s'éloignait de la maison de Walsh, l'esprit de Sarah s'emballait. Walsh avait confirmé l'existence de l'établissement 7, avait confirmé que les bébés étaient emmenés et donnés à des familles bien que Sarah soupçonnait que ces familles n'étaient pas les foyers aimants que Walsh prétendait qu'elles étaient. Mais surtout, la réaction de Walsh suggérait que certains de ses enfants volés étaient peut-être encore en vie. Toujours en attente d'être secourus. Toujours en attente de connaître la vérité sur leur véritable identité. Des dizaines de photographies étaient alignées sur le mur des enfants de tous âges, tous souriant innocemment à l'objectif, figés dans des moments de joie dont ils ne comprenaient probablement pas la rareté. Ce sont mes vrais patients, dit doucement Thornfield en remarquant Sarah qui étudiait les images. Des enfants que j'ai vraiment aidés au cours de mes 40 années de pratique. Sa voix hésita un instant tandis que ses yeux s'attardaient sur la photo d'un jeune garçon avec des dents manquantes et un t-shirt de super-héros. Je les garde ici pour me rappeler que je n'ai pas toujours été. Il marqua une pause, déglutissant difficilement, que je n'ai pas toujours été ce que je suis devenu à Sainte-Catherine. Sarah hésita, puis prit la chaise vers laquelle il lui indiquait, surprise par sa volonté d'affronter la vérité si rapidement. Docteur Thornfield, je dois vous poser des questions sur les dossiers médicaux de Sainte-Catherine. Sa voix était ferme mais tendue. Plus précisément sur les certificats de décès que vous avez signés. Thornfield hocha lentement la tête, comme si le poids de la question pesait sur sa poitrine. Combien d'enfants demanda-t-elle. Excusez-moi. Combien de certificats de décès avez-vous signés? Il laissa échapper un soupir creux et détourna le regard. J'en ai signé tellement au cours de ces derniers mois, dit-il doucement,
j'ai perdu le compte. Les yeux de Sarah scrutèrent son visage à la recherche de tromperies mais n'en trouvèrent aucune. Seulement une sorte de soulagement fragile que le silence se brise enfin. 37 bébés, a-t-elle déclaré, tous seraient morts quelques jours après leur naissance de diverses complications. 37, répéta Thornfield avec un hochement de tête lent et amer, oui, ça a l'air bien. Tous des bébés en bonne santé, a ajouté Sarah, tous volés à leur mère. La confession l'a frappé comme un coup à la poitrine. Vous admettez avoir falsifié des certificats de décès. J'avoue que j'étais un lâche, dit Thornfield avec un venin tourné vers l'intérieur. J'avoue que j'ai fermé les yeux pendant que des enfants étaient volés et vendus. J'avoue que pendant 30 ans, j'ai vécu avec les fantômes de bébés que je déclarais morts même si je savais qu'ils étaient vivants. Il se leva, tremblant légèrement, et se dirigea vers la fenêtre. Sa voix baissa tandis qu'il regardait les haies parfaitement taillées et les trottoirs bien rangés de la résidence pour retraités. Vous devez comprendre, adjoint Manning, ça n'a pas commencé comme ça. Quand j'ai pris mes fonctions à Sainte-Catherine, c'était du vrai travail. Du bon travail. Des enfants orphelins, des femmes enceintes qui n'avaient personne d'autre pour les aider. C'était de la médecine avec un but. Mais ensuite les choses ont changé. Quel genre de changement, insista Sarah. Thornfield se retourna, les creux sous ses yeux s'approfondissant. Le modèle de financement a changé. L'État a payé davantage pour les enfants étiquetés comme ayant des besoins spéciaux, des troubles psychiatriques, des retards de développement. Au début, nous avons ajusté quelques diagnostics. Les enfants difficiles ont été étiquetés comme émotionnellement perturbés pour leur donner plus de services. Plus d'argent? Sa voix s'est brisée. Mais ensuite, Margaret Walsh a fait appel à des contacts extérieurs. Des gens prêts à payer beaucoup d'argent pour certains enfants. Des laboratoires privés, des institutions étrangères, des centres de recherche médicale qui avaient besoin de sujets. L'estomac de Sarah se tord. Vous parlez de vendre des enfants à des fins d'expérimentation. Je me suis dit que nous leur donnions accès à un traitement qu'ils ne pouvaient obtenir nulle part ailleurs, murmura-t-il. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que nous les envoyions vers quelque chose de monstrueux. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, demanda-t-elle. Il rit amèrement. Vous savez ce qui arrive à un médecin qui dénonce les abus institutionnels. Surtout lorsque l'institution est protégée par des agences d'État et des réseaux religieux. Ma licence aurait été retirée. Mon nom aurait été ruiné. Et les enfants auraient disparu de toute façon. Il y avait toujours d'autres médecins prêts à signer les papiers. Sarah se pencha en avant, sa voix aiguisée par l'urgence. Docteur Thornfield, où se trouve l'établissement 7 ? Son corps entier s'est raidi. Comment connaissez-vous l'établissement 7 ? J'ai trouvé des références dans les archives. Les enfants y sont transférés. Où est-ce ? Il resta silencieux pendant un long moment, ses mains tremblant visiblement. Ce n'est pas un endroit, dit-il finalement. C'est un programme. Une initiative de recherche menée par un réseau d'institutions psychiatriques et d'entreprises médicales privées. Les enfants envoyés à l'établissement 7 ont été affectés à différents endroits, en fonction de ce pourquoi ils étaient jugés utiles. Utiles pourquoi ? Expérience psychologique, essai de médicaments, programme de modification du comportement. Ils voulaient des enfants dont personne ne poserait de questions, orphelins bébés dont les mères les croyaient morts. Sarah recula, la nausée lui montant dans la gorge. Vous me dites que des nourrissons en bonne santé ont été volés et utilisés dans des expériences sur des humains. Certains ont été placés dans des environnements conçus pour tester les effets de l'isolement, de la vie institutionnelle, de la privation sensorielle. Il s'est effondré sur sa chaise comme un homme écrasé par le poids de décennies. La recherche a été financée par des agences gouvernementales axées sur la guerre et le contrôle psychologique. Sarah se tenait debout, marchant vers la fenêtre, essayant de respirer à travers l'horreur grandissante. Combien d'installations ? Je ne connais pas le nombre exact, a déclaré Thornfield. Mais c'était répandu. Des dizaines d'institutions dans plusieurs États. Les enfants étaient constamment déplacés pour empêcher la création de liens ou la formation de souvenirs. Est-ce que certains d'entre eux sont encore en vie ? Thornfield hocha lentement la tête. Certains le sont, ils seraient adultes maintenant la trentaine, mais ils ont été institutionnalisés la majeure partie de leur vie, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qu'ils ont été enlevés. Avez-vous des noms, des enregistrements, des lieux ? J'ai gardé des copies de tout, dit-il avec un calme surprenant. Une assurance, on pourrait dire des preuves pour me protéger au cas où cela serait découvert.
Il se dirigea vers une étagère et en sortit ce qui ressemblait à un manuel médical. Lorsqu'il l'ouvrit, les pages avaient été évidées. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe en papier craft. Ordre de transfert, liste des installations, coordonnées des administrateurs qui ont dirigé le programme, dit-il en lui remettant les documents. Tout ce que j'ai pu rassembler sans attirer l'attention. Sarah ouvrit l'enveloppe, ses doigts tremblaient, à l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, des photocopies de dossiers d'apparence officielle et un tableau détaillé montrant comment Sainte-Catherine était connectée à des dizaines d'entités obscures. Dr Thornfield, murmura-t-elle, stupéfaite, certains de ces endroits fonctionnent toujours, certaines de ces personnes détiennent toujours le pouvoir. Je sais, dit-il doucement, c'est pourquoi j'ai attendu 30 ans que quelqu'un vienne me voir. Vous attendiez que cela sorte. J'attendais quelqu'un d'assez courageux pour les combattre, a-t-il déclaré. Parce que Margaret Walsh n'était pas le cerveau. Elle était cadre intermédiaire. Les vrais architectes ont des racines bien plus profondes qu'un orphelinat de petite ville. La radio de Sarah crépitait. Manning, nous avons une situation. Margaret Walsh est morte. Un suicide apparent. Mais quelque chose ne va pas. Quand peux-tu revenir? La voix de Miller était tendue. J'arrive, dit-elle au micro. Elle regarda Thornfield, qui ne broncha même pas. Ils font le ménage, murmura-t-il. Walsh en savait trop. Tu as remué les os. Elle est devenue un handicap. Êtes-vous en danger? J'ai été en danger pendant 30 ans, mais peut-être qu'il y a enfin une chance de faire quelque chose de bien. Sarah serra l'enveloppe. Dr Thornfield, vous devez venir avec moi. Vous êtes le seul témoin vivant. Non, dit-il fermement. Si je pars avec toi maintenant, je serai mort dans un jour. Mais vous pouvez nous aider. Trouvez les enfants, dit-il, la voix brisée. Trouvez ceux qui ont réussi. Rendez-leur leur nom. Alors que Sarah se dirigeait vers la porte, Thornfield cria une fois de plus. Député, faites attention à qui vous faites confiance. Cette opération a bénéficié du soutien des plus hauts niveaux. Certaines de ces personnes sont toujours très au pouvoir. Elle hocha la tête en silence et sortit dans l'air frais. Le monde extérieur semblait le même, mais Sarah savait que tout venait de changer. Ils entrèrent dans la maison de Walsh, transformée de la chaleureuse demeure de sa grand-mère dont Sarah se souvenait en un lieu froid et clinique. Les photographes de la scène de crime capturaient chaque angle, et l'équipe médico-légale dépoussiérait déjà les lieux pour en tirer des empreintes. Le corps de Walsh reposait toujours sur le fauteuil du salon où elle avait été retrouvée, affalée sur le côté, un petit revolver posé par terre à côté d'elle. La blessure par balle à sa tempe droite était nette, à courte portée, compatible avec un suicide. Mais Sarah a immédiatement compris ce qui dérangeait Miller et Burke. Elle est gauchère, dit Sarah doucement. Comment le sais-tu? Demanda Burke. Quand elle a servi le thé cet après-midi, elle a utilisé sa main gauche. Elle a aussi signé quelque chose de la main gauche. Mais le pistolet est à sa droite. Il aurait pu être transféré à l'automne, suggéra Burke, même s'il ne semblait pas convaincu. Sarah scruta la pièce plus attentivement. Il y avait autre chose qui clochait. Quelque chose de plus profond que l'emplacement de l'arme. Le service AT a disparu, dit-elle. Quoi? Quand j'étais là plus tôt, elle avait un service AT complet sur la table basse. Théière, tasse, sucrier, tout. Il n'y en avait plus maintenant. Miller et Burke échangèrent un regard chargé. Pourquoi quelqu'un nettoierait-il le service AT mais laisserait-il une scène de suicide intacte, a demandé Miller. Parce que, dit lentement Burke, il ne voulait pas que quiconque sache que Walsh avait reçu une visite après le départ de l'adjoint Manning. Quelqu'un est venu ici, murmura Sarah, a pris le thé avec elle, et l'a tué. Il a simulé un suicide. Quelqu'un en qui Walsh avait confiance. Quelqu'un d'assez proche pour être accueilli à table. La lettre de suicide, dit Burke en les conduisant à la table de la cuisine. Qu'en pensez-vous? C'était écrit à la main sur le papier à lettres personnelles de Walsh. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait à ces enfants. La culpabilité me ronge depuis 30 ans. Je regrette ma part de responsabilité dans les terribles événements survenus à Sainte-Catherine. Que Dieu me pardonne. Sarah l'a lu 2 fois. Son instinct lui disait non. C'est trop commode, dit-elle. Il y a 3 heures, elle niait tout. Elle s'est mise en colère quand je l'ai inquiétée au sujet des bébés disparus. Et maintenant, soudain, elle avoue dans un mot. Et puis,
Ajouta Miller, regarde l'écriture. Comparez-la à celle-ci. Il brandit une liste de courses trouvées dans le réfrigérateur de Walsh. Semblables, mais pas identiques. Les lettres de la lettre de suicide étaient plus réfléchies, plus prudentes. Trop prudentes. Quelqu'un a copié son écriture, dit Sarah. Quelqu'un qui avait accès à ses notes, à ses listes, quelqu'un qui l'avait vu écrire. Burke hocha la tête d'un air sombre. Nous sommes donc en présence d'un homicide déguisé en suicide. La question est, a déclaré Miller, qui voulait la mort de Margaret Walsh, et pourquoi maintenant? Sarah repensa à leur conversation précédente. Elle m'a appelé après mon départ. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qui savait à propos de Sainte-Catherine. Une idée de qui? Sarah hésita, puis sortit l'enveloppe que Thornfield lui avait donnée. Sa décision était prise. Inspecteur Burke, dit-elle, je dois vous expliquer ce que nous avons réellement découvert. Il ne s'agit pas de dossiers poussiéreux. Il s'agit de vols d'enfants, de meurtres et d'expérimentations médicales systématiques, remontant à 30 ans. Elle étala les documents de Thornfield sur la table de la cuisine. Plan, liste, tableau. L'atmosphère changea à mesure que le regard de Burke parcourait chaque page accablante. Mon Dieu, murmura-t-il. Vous parlez d'une conspiration impliquant des agences d'État, des hôpitaux. Dieu sait combien de personnes. Et Margaret Walsh était un témoin clé, a déclaré Miller. Quelqu'un qui pouvait citer des noms. Ils l'ont donc éliminé, conclut Burke d'un ton sombre. Ce qui signifie qu'ils savent que vous enquêtez. Et cela met Toye en danger. Le téléphone de Sarah a vibré. Numéro bloqué. Elle a lu le message et le sang s'est retiré de son visage. Arrête de creuser, sinon tu finiras comme Margaret. Certains secrets valent la peine de tuer pour eux. Elle a montré l'écran à Burke et Miller. Eh bien, dit Burke, cela répond à la question. Le cœur de Sarah battait fort. Il faut qu'on retrouve le docteur Thornfield. S'ils ont fait taire Walsh, il sera le prochain. Je m'en occupe déjà, dit Miller. J'ai envoyé une équipe à la maison de retraite il y a 20 minutes. La radio de Sarah crépitait. Toutes les unités sont sous surveillance 10 à 54 à la résidence pour retraités Sunset Manor. Incendie de bâtiment. Plusieurs unités sont en intervention. Son estomac se serra. C'est là que vit Thornfield. Ils ont traversé la ville à toute vitesse avec gyrophares et sirènes, mais Sarah le savait déjà. À leur arrivée à Sunset Manor, les pompiers luttaient contre un incendie majeur. L'aile Thornfield était en proie aux flammes. Le chef des pompiers les a rencontrés sur le parking. Ça a commencé dans la cuisine, dit-il. Ça s'est propagé rapidement. On dirait une fuite de gaz. Mais on ne le saura pas avant la fin de l'enquête. Il y a quelqu'un à l'intérieur, demanda Sarah, redoutant la réponse. Une victime. Un homme âgé. Probablement assommé par la fumée. Sarah ferma les yeux. 2 témoins, morts en 3 heures. Les gens derrière Sainte-Catherine éliminaient quiconque pouvait les dénoncer. Sarah, dit Miller doucement, il faut te mettre en sécurité. Tu es la seule à savoir ce qu'il y avait dans cette pièce. Non, répondit Sarah fermement. Je ne me cache pas. Mais il faut agir vite. Il panique. Elle a rouvert le dossier de Thornfield, le tenant sous les gyrophares rouges clignotants du camion de pompiers. Burke, regardez ça. Il a tout documenté. Le réseau. Le financement. Les gens. Certains de ces endroits fonctionnent encore. Certains de ces noms. Je les reconnais. Des administrateurs d'hôpitaux. Des fonctionnaires. Des gens de pouvoir. Ce qui signifie, dit Sarah, qu'on ne peut pas faire confiance au système. Pas avant de savoir jusqu'où cela va. La radio de Miller vibra à nouveau. Sergent Miller, ici le central. Nous avons reçu un signalement d'effraction au bureau du shérif du comté. La salle des preuves a été touchée. Le sang de Sarah se glaça. Les dossiers, dit-elle. Sainte-Catherine. Ils se sont précipités vers le bureau du shérif, mais ce qu'ils ont trouvé lui a fait plier les genoux. La porte arrière avait été forcée. Les classeurs étaient renversés. Les papiers étaient éparpillés comme neige. La porte du casier à preuves était grande ouverte. Les étagères étaient vides. Ils ont tout pris,
a déclaré Miller. Chaque photo. Chaque document. Chaque dossier que nous avons récupéré dans cette pièce. Sarah s'agenouilla près du désordre et ramassa quelques restes. Ce n'était pas un hasard. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Comment ont-ils su où nous conservions les fichiers? Un coup monté de l'intérieur, dit Burke d'un ton sombre. Quelqu'un de ce service leur a dit. L'estomac de Sarah se noua. Elle avait fait confiance à ces gens. Elle avait travaillé à leur côté. Quelqu'un les avait tous trahis pour protéger une conspiration qui avait volé et assassiné des enfants pendant des décennies. Ils étaient pressés, a déclaré Miller, en montrant un dossier en papier craft tombé par terre. À l'intérieur se trouvait une seule page, un ordre de transfert daté du 18 février 1982, patient M47 de Sainte-Catherine à quelque chose appelé Institut de recherche de Pine Valley. Sarah fixait le document, les mains tremblantes. Patient M47. L'un des bébés. Né le 15 février. Il serait mort 3 jours plus tard. Institut de recherche de Pine Valley, Burke lut par-dessus l'épaule de Sarah. Je ne reconnais pas ce nom. Sarah étala les documents de Thornfield sur le bureau de Miller. Tiens, dit-elle en désignant l'organigramme. Pine Valley, c'est l'un des établissements du réseau. À environ 2 heures au nord d'ici. Est-ce toujours opérationnel, a demandé Miller. Sarah examina le rapport plus attentivement. D'après ce rapport, Pine Valley a été fermé en 1995 après qu'une inspection d'État eut révélé des irrégularités dans les soins aux patients. Mais regardez ça. Elle tapa une ligne dans les notes de Thornfield. Patient transféré dans un établissement sécurisé. Opération déplacée, pas interrompue. Burke se pencha, les sourcils froncés. Alors, quand Pine Valley a trop attiré l'attention, ils ont tout déménagé. Ils ont continué sous un autre nom. Mais le patient M47? Murmura Sarah. Un bébé né en 1982, il aurait 30 ans aujourd'hui. S'il a survécu à tout ça, s'il est encore en vie. Sa radio crépitait. À tous les logements, nous avons un 10 à 91 à la résidence Manning. Une personne suspecte a été signalée sur la propriété. Le sang de Sarah s'est transformé en glace. C'est ma maison. Miller s'avança immédiatement. Tu n'y vas pas seul. C'est clairement un piège. Ma mère habite là-bas, s'exclama Sarah. Je ne la laisserai pas affronter ça. Burke se dirigeait déjà vers la porte. On prend 2 voitures. Miller, appelle des renforts, mais dis-leur de se poster à quelques rues de là. Pas de sirène, pas de gyrophare. Si on prend d'assaut l'endroit, ils paniqueront et blesseront la mère de Sarah. Les 12 minutes de route jusqu'à la maison de Sarah m'ont semblé durer des heures. Nichée à la périphérie de la ville, la petite maison de ranch était entourée d'arbres épais, désormais sinistres, ombragés, parfaits pour une embuscade. Ils se garèrent à 2 pâtés de maison et approchèrent à pied. Burke contourna le véhicule pour se placer à l'arrière, tandis que Sarah et Miller se faufilaient vers l'avant. La porte d'entrée était entr'ouverte. Sarah sortit son arme et sortit sur le porche. « Maman » cria-t-elle d'une voix tendue. C'est Sarah. Tu vas bien? Pas de réponse. À l'intérieur, c'était le chaos, meubles renversés, tiroirs arrachés, papiers éparpillés partout. Mais ce n'était pas dû au hasard. C'était une recherche ciblée. Ici, appela Miller depuis la cuisine. Une enveloppe en papier craft était posée sur la table. Au-dessus, on pouvait lire en lettres capitales. Sarah Manning. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Une femme âgée était assise sur une chaise d'hôpital, maigre, les cheveux gris, les yeux écarquillés par la peur. Sur ses genoux, une pancarte. Arrêtez l'enquête ou elle meurt. Les genoux de Sarah ont failli céder. C'est ma mère. 6 juin, une note dactylographiée. Institut de recherche de Pine Valley. Bâtiment C. Salle 237. Venez seul. Apportez les documents Thornfield. Vous avez 2 heures. Burke réapparut, le souffle court. Pas d'effraction à l'arrière, mais j'ai trouvé des traces de pneus près des arbres. Quelqu'un s'est garé derrière la maison. Il est entré par l'arrière. Ils ont pris ma mère, dit Sarah d'une voix caverneuse. Ils l'échangent contre les documents. Miller étudia la photo. Sarah, écoute. Ces gens ont tué 2 autres personnes aujourd'hui pour cacher ça.
Ils ne te laisseront pas, toi et ta mère, sortir de là. Je sais, dit-elle. Mais je ne peux pas les laisser la tuer. Burke examina la note. Pine Valley devait fermer en 1995. Ce n'était pas le cas, coupa Sarah. Ils sont passés à la clandestinité. Ils la dirigent toujours, et maintenant c'est une prison. Elle se tourna vers eux deux. J'y vais. Mais j'ai besoin de renforts, et d'un moyen d'enregistrer tout ce que je trouve là-dedans. S'ils font ça depuis 30 ans, alors il y en a d'autres. D'autres victimes. Encore en vie. Les enfants volés, murmura Miller. Patient M47, acquiesça Sarah. Né le 15 février 1982. S'il est encore en vie, il a passé sa vie en prison. Il ne sait même pas qui il est. Burke sortit son téléphone. J'appelle les renforts fédéraux. Non, dit Sarah sèchement. S'ils voient des agents, ils la tueront et disparaîtront. Ils se cachent depuis des décennies. Ils savent comment disparaître. Elle prit une grande inspiration. Je vais à Pine Valley. Mais je ne deviendrai pas aveugle. Elle se tourna vers Miller. Donne-moi 1 heure. Ensuite, appelle le FBI. Si je ne suis pas de retour auprès de ma mère, on peut supposer qu'ils nous ont tués. Sarah. Pas de discussion, dit-elle. Ils ont volé des enfants. Ils ont détruit des familles. Ça s'arrête aujourd'hui. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Burke l'appela. Et si ce n'était pas seulement ta mère? Et s'il y en avait d'autres? Des personnes disparues depuis des décennies. Sarah marqua une pause, la main sur la poignée. Les documents de Thornfield serraient sa poitrine. Alors je suppose que je vais bientôt découvrir ce qui est arrivé à tous ces enfants qui ont disparu de Sainte-Catherine. Elle sortit dans l'après-midi gris, pleinement consciente qu'elle risquait de ne jamais revenir. Mais si quelqu'un était encore en vie à cet endroit, il méritait que quelqu'un vienne le chercher. Et peut-être qu'elle était sur le point de retrouver son frère. Le Pine Valley Research Institute se trouvait au bout d'un chemin de terre sinueux, protégé par d'imposants conifères qui le bloquaient de l'autoroute principale. Sarah s'attendait à une forteresse, clôture, caméras, barbelés. Au lieu de cela, elle découvrit un complexe délabré de briques défraîchies, de fenêtres fissurées et de mauvaises herbes poussant à travers le trottoir. Mais les apparences étaient trompeuses. Des caméras de sécurité étaient installées tout autour. Quelques fenêtres, cassées, avaient été remplacées par des vitres sans teint en miroir. Le bâtiment n'était pas abandonné, il était camouflé. Elle a vérifié sa montre. 1h43 depuis la photo. 17 minutes avant que Miller appelle des renforts. Elle avait modifié son plan, glissé dans sa veste un petit enregistreur numérique, du genre de ceux utilisés par les journalistes. Si elle ne survivait pas, quelqu'un saurait la vérité. Alors qu'elle s'approchait du bâtiment, une porte s'ouvrit. Un homme en blouse blanche sortit. D'âge moyen, chauve, avec des traits oubliables. Adjoint Manning, le salua-t-il presque chaleureusement. Je suis le docteur Phillips. Nous vous attendions. Où est ma mère? En sécurité, pour le moment, répondit-il. Avez-vous les documents? Elle tapota l'enveloppe sous son manteau. Je veux la voir d'abord. Phillips hocha la tête. Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. À l'intérieur, le bâtiment était stérile et bourdonnait de vie. Linoléum ciré. Mur blanc. L'odeur âcre d'antiseptique. Un établissement fonctionnel, pas une ruine. Tandis qu'il marchait, les bottes de Sarah résonnaient. Vous savez, dit Phillips d'un ton désinvolte, votre enquête a fait grand bruit. 30 ans de travail minutieux, et vous démêlez tout en quelques jours. Un travail minutieux, répéta T.L. amèrement. Tu veux dire voler des bébés? Torturer des enfants? Il s'arrêta devant une porte de sécurité et passa une carte magnétique. Nous préférons parler de progrès de la compréhension humaine. Les recherches menées ici ont permis des avancées en neurologie, en sciences du comportement, en psychiatrie. Sur les enfants volés. Des enfants qui auraient grandi dans la pauvreté, répondit-il d'un ton posé, dans des foyers brisés. Ici, ils ont pris part à quelque chose de plus grand. Ils entrèrent dans un ascenseur. Il descendit très bas. Sarah le sentit jusqu'au plus profond d'elle-même. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir devant nous ressemblait à un croisement entre un hôpital et une prison.
Des portes numérotées bordaient les deux côtés. Bâtiment C, dit Phillips. C'est ici que nous hébergeons nos sujets de longue durée. Le sang de Sarah se glaça. Les sujets et les enfants de Sainte-Catherine, bien sûr, ceux qui sont avec nous depuis 20, voire 30 ans. Ils ont fourni des données précieuses sur les effets des environnements contrôlés sur le développement humain. Ils se sont arrêtés à la chambre 237. À travers une petite fenêtre de la porte, Sarah pouvait voir sa mère assise sur un lit d'hôpital, l'air effrayé mais indemne. Maintenant, dit Philippe, les documents. Sarah hésita. Une fois les papiers de Thornfield remis, elle n'aurait plus aucun moyen de pression. Mais en regardant sa mère par la fenêtre, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle sortit l'enveloppe et la tendit à Philippe, qui sourit et la glissa sous son bras. Excellent. Il y a autre chose que vous devriez voir avant de conclure. Il la conduisit plus loin dans le couloir, s'arrêtant à la chambre 241. Ce sujet nous accompagne depuis 1982. Né à Sainte-Catherine, officiellement décédé à l'âge de 3 jours, il s'agit en réalité de l'une de nos études à long terme les plus réussies. Philippe a glissé sa carte clé et a ouvert la porte. À l'intérieur se trouvait une petite pièce stérile. Un lit d'hôpital. Un simple bureau. Et un homme assis sur une chaise près de la fenêtre. Il semblait avoir une trentaine d'années, avec des cheveux noirs et des yeux intelligents qui frappaient Sarah avec une étrange et tendue familiarité. Sujet M47, dit Philippe. Ou comme on l'appelle ici, Michael. Michael, nous avons un visiteur. L'homme leva les yeux vers Sarah avec curiosité, mais sans la reconnaître. Lorsqu'il parla, sa voix était douce et hésitante, comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup parlé depuis des années. Bonjour, dit-il. Vous êtes nouveau médecin. Sarah avait l'impression que l'air lui avait été retiré des poumons. Cet homme, c'était le patient M47. Le bébé né le 15 février 1982. Le bébé dont la mère avait appris le décès. Le bébé qui, selon les calculs de Sarah, était né la nuit même où sa mère avait accouché prématurément à Sainte-Catherine. Michael, dit-elle doucement, sais-tu quel est ton nom de famille? Michael cligna des yeux, puis fronça légèrement les sourcils. Je n'ai pas de nom de famille. Juste. Michael. Sais-tu d'où tu venais avant d'être ici? J'ai toujours été là, dit Michael, sans détour. Les médecins s'occupent de moi. Parfois, ils me posent des questions ou me font passer des examens, mais, j'ai toujours été là. Sarah se tourna vers Philippe, dont le visage exprimait une sorte de fierté clinique. 30 ans, murmura-t-elle. Tu l'as gardé enfermé pendant 30 ans. Il a été bien soigné, a déclaré Philippe. Il a été nourri, logé et a reçu une éducation de base. Il a contribué à des dizaines d'études sur l'institutionnalisation, le développement social et l'adaptation psychologique. Il a été emprisonné toute sa vie. Il a été protégé, corrigea Philippe froidement. D'un monde qu'il n'a jamais été préparé à affronter. Michael n'a aucune idée de la vie en dehors de ce centre. Aucune aptitude sociale. Aucune connaissance pratique. Le libérer serait cruel. Sarah se retourna vers Michael, qui les observait avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant des étrangers. Michael, dit-elle doucement, aimerais-tu voir ce qu'il y a à l'extérieur de cette pièce? À l'extérieur de ce bâtiment? Les yeux de Michael s'écarquillèrent légèrement. Dehors? Il n'y a rien dehors. Les médecins m'ont dit qu'il y avait tout un monde là-bas. Les arbres. Le ciel. D'autres personnes. Des gens qui vivent dans des maisons et qui ont des familles. Pour la première fois, quelque chose changea dans son expression, peut-être de la curiosité, peut-être de l'espoir. Ça suffit, adjoint Manning, dit Philippe en s'avançant. Michael, veuillez retourner à vos occupations. Mais Michael n'a pas bougé. Il garda les yeux fixés sur Sarah, son regard soudainement intense. Tu me sembles familier, dit-il lentement. Comme quelqu'un dont j'ai rêvé autrefois. Sarah sentit sa gorge se serrer à cause des larmes. Michael, et si je te disais que tu as une mère? Une vraie mère. Une mère qui t'a cherché toute ta vie. Le sujet M47 n'a pas de famille, rétorqua Philippe. Sa mère est morte peu après l'avoir mis au monde. C'était un enfant non désiré qui. Sa mère est vivante, coupa Sarah. Et elle n'a jamais cessé de croire qu'il était vivant, elle aussi. Michael se leva lentement, les yeux toujours scrutant le visage de Sarah.
Es-tu ma mère? La voix de Sarah s'est brisée. Non, Michael. Mais je crois que je pourrais être ta sœur. Les mots restaient suspendus dans l'air comme un coup. Le visage de Philippe pâlit. Sarah réalisa qu'il ne savait pas. Impossible, murmura-t-il. Les archives montrent clairement. Les dossiers ont été falsifiés, a déclaré Sarah fermement. Michael, notre mère a commencé à accoucher à Sainte-Catherine le 15 février 1982. On lui a annoncé que son bébé était mort. Mais il n'est pas mort. Tu n'es pas mort. Michael la regarda fixement, son visage indéchiffrable. Puis, doucement, il dit, je me suis toujours demandé pourquoi je me souvenais d'avoir chanté. Une femme chantait pour moi. Les médecins disaient que c'était impossible, mais je m'en souvenais. Notre mère chantait des berceuses, murmura Sarah. C'est à ce moment-là que Philippe a déménagé. Il tendit la main vers ce qui ressemblait à un bouton d'appel sur le mur, mais Michael fut plus rapide. 30 années de vie institutionnelle avaient aiguisé ses réflexes. Il attrapa le poignet de Philippe, l'éloignant de l'alarme. Plus de tests, dit Michael d'une voix plus forte qu'auparavant. Plus de questions. Je veux voir dehors. Et à ce moment-là, Sarah savait qu'ils avaient une chance. Pas seulement pour s'échapper, mais pour sauver tous ceux qui sont encore piégés ici. Michael, demanda-t-elle, y en a-t-il d'autres comme toi? D'autres qui sont ici depuis longtemps? Il hocha la tête. Beaucoup d'autres. Certains sont ici depuis plus longtemps que moi. D'autres sont arrivés tout petits. L'enregistreur de Sarah fonctionnait toujours dans la poche de sa veste, capturant chaque mot. Combien? 26 dans ce bâtiment, répondit Michael sans hésiter. Je les compte pendant les exercices. 26 personnes. 26 enfants volés, transformés en sujets de recherche. Isolés du monde pendant des décennies. Sarah regarda Philippe, qui était maintenant adossé au mur, blanc de peur. Tu vas nous aider à les faire sortir, lui dit-elle d'une voix glaciale. Tous. Ou je ferai en sorte que le monde entier découvre ce que tu fais ici. Mais avant que Philippe puisse répondre, ils l'entendirent. Des pas dans le couloir. Des bottes lourdes, qui arrivent vite. La sécurité était en route. Entrer dans Pine Valley avait été facile. En sortir vivant serait bien plus difficile. Michael s'avança avec une urgence silencieuse. Il colla son oreille contre la porte, écouta, puis se retourna. 6 gardes, murmura-t-il. Ils en envoient toujours 6 en cas de problème. Mais je connais une autre solution. Philippe a essayé de parler, mais Michael l'a repoussé dans le coin. Restez silencieux, ou je leur parlerai des dossiers confidentiels dans votre bureau. Sarah se tourna pour regarder son frère parce qu'elle était certaine maintenant que c'était ce qu'il était avec un respect nouveau. 30 ans de captivité ne l'avaient pas brisé. Il l'avait forgé. Quel fichier restreint, demanda-t-elle sèchement. Michael a répondu avant que Philippe ne puisse mentir. Des dossiers sur ceux qui n'ont pas survécu aux expériences. Il garde des photos. Le visage de Philippe est devenu gris. Michael, tu ne comprends pas ce que tu dis. Je comprends parfaitement, dit Michael, la voix froide. J'observe. J'écoute. Depuis 30 ans. Je suis au courant des échecs. Je suis au courant des tombes derrière le bâtiment A. Je suis au courant des nouveaux enfants qui arrivent et disparaissent quelques mois plus tard. Sarah se sentait malade. Cette opération, cette horreur, était plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Combien d'enfants sont morts ici? 43 à ma connaissance, dit calmement Michael. Certains proviennent des expériences, murmura Michael, d'autres de ce qu'ils appellent l'élimination, lorsque les sujets deviennent non conformes. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Sarah entendit le bip d'une carte clé qui glissait. Bougez, dit Michael d'un ton sec, les conduisant vers ce qui semblait être un mur solide. Mais lorsqu'il appuya sur un panneau spécifique, une section cachée s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un étroit couloir de maintenance. Les tunnels de service. Je les cartographie depuis des années. Ils se faufilèrent par l'ouverture juste au moment où la porte s'ouvrit brusquement derrière eux. Des voix suivirent, des gardes criaient, se précipitant dans la chambre de Michael, exigeant de savoir où étaient passés les sujets. Le tunnel de maintenance était sombre et exigu, éclairé seulement par de faibles lumières de secours tous les quelques mètres.
Michael s'y déplaçait avec une aisance éprouvée, comme s'il l'avait déjà fait des centaines de fois. Où cela mène-t-il? Demanda Sarah dans un murmure. Bâtiment C, sous-sol. Il y a une sortie vers le parking. Il s'est arrêté soudainement à un carrefour du système de tunnel. Mais d'abord, on s'occupe des autres. Michael, on ne peut pas sauver tout le monde maintenant, insista Sarah. Il faut sortir et ramener de l'aide. Non. Sa voix était d'acier. Si on les laisse, ils seront déplacés ou tués avant l'arrivée des secours. J'ai vu ça arriver. Quand les inspecteurs sont arrivés en 1995, 12 sujets ont disparu du jour au lendemain. Sarah retint son souffle. Il avait raison. Dès que cette installation serait compromise, les preuves, y compris humaines, seraient effacées. Comment pouvons-nous y arriver? A-t-elle demandé. Michael désigna un autre couloir. La plupart sont dans la salle commune. C'est l'heure du dîner. Si on peut les atteindre sans déclencher les alarmes principales. Ils continuèrent leur route, Philippe trébuchant derrière eux. Sarah laissait son enregistreur allumé, enregistrant chaque mot que Michael partageait sur l'agencement du bâtiment, les routines, les expériences qui lui avaient été imposées, à lui et aux autres. Ils ont étudié les effets de l'isolement, expliqua Michael tandis qu'il rampait dans un passage particulièrement étroit. Des mois d'isolement. Privation sensorielle. Privation de sommeil. Stress nutritionnel. Dépistage de drogue. Philippe ajouta d'une voix étouffée et réticente, des médicaments psychiatriques. Des composés expérimentaux. Sarah se tourna vers lui et le fusilla du regard. Tu donnes des informations volontairement, maintenant? Je tiens à ce que soit consigné au procès-verbal, a déclaré Philippe, que j'ai tenté de mettre fin aux expériences les plus extrêmes. J'ai consigné mes objections. Toi documenté, des objections, dit Sarah d'une voix très basse, tandis que des enfants étaient torturés et assassinés. Philippe resta silencieux. Ils débouchèrent dans ce qui ressemblait à un débarras de cuisine. Derrière la double porte, des voix murmuraient. Un léger bourdonnement de gens qui mangeaient. Michael jeta un coup d'œil par la petite fenêtre. 23 sont là-dedans. Les 3 autres sont dans l'infirmerie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aile médicale? Demanda Sarah. L'expression de Michael changea, s'assombrit. On prépare les sujets pour l'élimination. Ils sont très malades. La rage monta dans la poitrine de Sarah. Ce n'étaient pas des sujets. C'étaient des êtres humains. Des enfants devenus adultes en captivité. Des gens qui n'avaient jamais connu la lumière du soleil, la liberté, ni même leur vrai nom. Michael, quand on y va, que dois-je savoir sur les autres? Te feront-ils confiance? Certains le feront. D'autres sont ici depuis plus longtemps. Ils ont peur. Peur du changement. Peur des sanctions. Mais si je leur dis que c'est sûr? La radio de Sarah crépitait. La voix de Miller résonna, dure et pressante. Sarah, si tu entends, des agents fédéraux encerclent le bâtiment, mais on leur dit d'attendre. Quelqu'un d'autoritaire bloque l'opération. Philippe laissa échapper un petit rire amer. Je te l'avais dit. Cette opération bénéficie d'une protection maximale. Sarah activa son micro. Miller, je suis à l'intérieur. Il y a environ 26 victimes. Des prisonniers de longue date. J'ai besoin que vous enregistriez tout ce que je transmets. Elle sortit son téléphone et prit des photos du réseau de tunnels, de l'agencement des installations, du visage de Philippe. Puis, lentement, elle ouvrit les portes. Ce qu'elle a vu là entrait pour toujours. 23 adultes, assis à des tables en métal, mangeaient sur des plateaux en plastique. Leur âge variait de 20 à 40 ans. Tous portaient des uniformes gris identiques. La plupart avaient le regard vide et pâle de ceux qui n'avaient jamais senti le soleil. Certains se balançaient d'avant en arrière. D'autres fixaient le vide. Certains répétaient le même mouvement encore et encore. Lorsque Sarah et Michael sont entrés, la pièce est devenue silencieuse. Tout va bien, dit doucement Michael. Voici Sarah. Elle est là pour vous aider. Une femme, peut-être dans la trentaine, leva les yeux. Son regard était intelligent, mais brisé. Nous aider quoi? Je t'aide à partir, dit Michael. Je t'aide à sortir. La réaction a été instantanée et déchirante. Certains pleuraient. D'autres tressaillaient, s'attendant à une punition.
Quelques-uns restaient debout, s'approchant de Michael avec un air d'espoir désespéré. Dehors, ce n'est pas réel, a dit un homme du même âge que Sarah. Les médecins nous ont montré des photos. C'est dangereux. Non, dit doucement Sarah. L'extérieur est réel. Et c'est pas dangereux. Il y a des gens qui n'ont jamais cessé de te chercher. Elle leur montra son téléphone, une photo du ciel et des arbres du parking. C'est au-dessus de nous, en ce moment. Le soleil. Les arbres. L'air gratuit. Plus de larmes. Plus de confusion. Mais aussi, de curiosité. Je m'appelle sujet F23, murmura la femme. Je suis né ici. Le cœur de Sarah se brisa à nouveau. Et si je te disais, que tu ne le es pas? Et si tu avais un vrai nom? Une vraie famille? Philippe murmura depuis le fond, ne leur donnez pas de faux espoirs. La plupart de leurs familles sont probablement mortes à l'heure qu'il est. Michael se tourna vers lui, furieux. Comme mon mère était morte? Comme Sarah, ma mère était morte? C'est à ce moment-là que Sarah l'a entendu. Hélicoptère. Sirène. De plus en plus forte. Sa radio vibra de nouveau. Sarah, les fédéraux arrivent. Quelqu'un a annulé l'ordre d'attendre. Tu as 2 minutes avant que l'endroit ne soit envahi. Sarah regarda autour d'elle dans la pièce, 23 âmes qui n'avaient jamais connu la liberté, qui ne connaissaient pas leur propre nom, qui avaient été soumises à des expériences, enfermées, effacées. Écoute-moi, dit-elle d'une voix forte. Dans moins d'1 minute, cet endroit sera rempli de policiers et d'agents fédéraux. Ils sont là pour t'aider, pas pour te faire du mal. Tu vas avoir peur, ce n'est pas grave. Mais je veux que tu te souviennes de ceci, tu as des noms. Des vrais noms. Des familles. Des gens qui ne t'ont jamais abandonné. Elle se tourna vers Michael. Êtes-vous prêt à rencontrer notre mère? Michael hocha la tête, les larmes coulant librement. Je suis prêt depuis 30 ans. Le grondement des bottes résonna dans les couloirs. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des agents armés envahirent le bâtiment. Sarah s'avança, brandissant son badge. Shérif adjoint Manning, cria-t-elle. Ce sont victimes, pas des suspects. Le chaos s'ensuivit. 23 personnes, terrifiées par les uniformes et les armes, réagissaient avec panique. Des agents tentaient de faire évacuer les salles sans blesser les personnes traumatisées. Des ambulanciers se précipitaient pour examiner les corps ayant enduré des souffrances indicibles. Au milieu de tout cela, Sarah était assise par terre, à côté de Michael, qui lui tenait la main. Et puis il lui a posé la question à laquelle elle avait attendu 30 ans pour répondre. Comment s'appelle notre mère? Sarah sourit à travers ses larmes. Linda, dit-elle. Elle s'appelle Linda Manning, et elle attend avec impatience de pouvoir te chanter à nouveau des berceuses. 6 mois plus tard, Sarah se tenait devant le tribunal pendant la lecture des verdicts. Docteur Philippe, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 3 administrateurs d'établissement à 25 ans à vie. Un fonctionnaire de l'État qui a protégé l'opération aux 15 ans. Margaret Walsh et le docteur Thornfield, désignés à titre posthume comme conspirateurs, ont été assassinés par leur propre réseau avant de pouvoir témoigner. Sur les 26 personnes secourues à Pine Valley, 18 avaient retrouvé leur famille qui n'avait jamais cessé de les chercher. Les 8 autres travaillaient avec des thérapeutes et des travailleurs sociaux, apprenant peu à peu à vivre libre, pour la première fois de leur vie. Et Michael ou de son vrai nom David Michael Manning vivait désormais avec Sarah et leur mère. Il faisait encore des cauchemars. Il sursautait encore lorsque les médecins entraient dans la pièce. Il se réveillait encore parfois, confus, ne sachant plus où il était. Mais il riait maintenant. Il chantait en écoutant la radio. Il passait des heures à jardiner, s'émerveillant de la façon dont les choses pouvaient pousser à partir du sol. Et chaque matin, il posait la même question à Sarah. Que allons-nous faire aujourd'hui? Depuis 30 ans, cette question avait trouvé une réponse pour lui, par des gens qui le voyaient comme un numéro. Comme un test. Comme un sujet. Maintenant, enfin, il a pu y répondre lui-même. La conspiration qui vivait dans l'ombre a été brisée. Les enfants qui avaient été volés rentraient à la maison. Et Sarah Manning avait appris que parfois, les plus grandes enquêtes ne portaient pas sur des crimes. Il s'agissait de réunir les familles.